Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Alauzet, président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale. Éric Alauzet, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Eh bien, merci d'être avec nous. Votre mission en tant que président du groupe d'amitié France-Chine, c'est quoi exactement ? Alors, c'est ce qu'on appelle de la diplomatie parlementaire. Alors, qu'est-ce que c'est la diplomatie parlementaire? C'est développer les échanges avec toutes les organisations, les personnes qui ont un intérêt en Chine ou avec la Chine. On appelle ça un groupe d'amitié. Et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on développe les relations d'amitié, de compréhension mutuelle. Alors ça peut être en priorité d'ailleurs avec les parlementaires chinois de l'Assemblée populaire de Chine, en tout premier. Nous leur rendons visite, nous y étions d'ailleurs au mois de décembre dernier avec 5 de mes collègues, et inversement, les parlementaires chinois viennent nous rencontrer. Mais ça peut être aussi des acteurs économiques, des acteurs associatifs. Nous faisons de l'intermédiation aussi entre les uns et les autres. Nous rencontrons les conseillers pour le commerce extérieur, donc dans toutes les relations économiques qui peuvent s'organiser entre la France et la Chine, aussi sur les questions internationales diverses et variées, d'équilibre du monde, sur les grands enjeux internationaux. Ce sont tous des sujets que nous développons, et le but, vraiment le but, c'est d'avoir une compréhension très forte de nos cultures différentes. Nous sommes très différents de par notre histoire, de par notre culture, notre éloignement géographique, et donc rapprocher les peuples pour avoir des actions communes, pour mieux se comprendre, pour agir pour la paix et pour le développement. Eh bien, on aimerait bien savoir quels sont les sujets qui ont été abordés lors de vos échanges avec les parlementaires chinois. Alors, nous avons 3 niveaux d'intérêt. Le premier, je dirais, est le plus aisé, où très rapidement nous trouvons des consensus et une manière d'agir ensemble. Ce sont ce qu'on appelle les enjeux globaux. Alors, quand je dis enjeu global, je pense aux questions d'environnement, de climat et de biodiversité, de santé, aussi de développement du tiers-monde. Il y a eu un sommet à Paris, un pacte financier organisé par le président Macron, auquel le Premier ministre chinois a participé, pour réfléchir comment on aide les pays d'Afrique, notamment, à se libérer de la dette. Voilà les grands sujets d'enjeux globaux. Le deuxième type de sujet est déjà un peu plus compliqué parce qu'on arrive dans la compétition économique entre nos deux pays. Et donc, il y a tous les contrats de vente qui peuvent s'établir entre la France et la Chine. C'est d'ailleurs réservé aux présidents respectifs et aux ministres. Ce n'est pas notre affaire à nous, mais nous en discutons néanmoins. Et nous avons un gros sujet en ce moment de discussion qu'on appelle le dérisking. Comment, pour les Européens, ça trouble d'ailleurs Comment prévenir nos les homologues risques, chinois. c'est ça? Alors, c'est les risques de dépendance économique, en réalité. Voilà. Et puis, nous avons un troisième type de sujet, alors qui là est vraiment très, très complexe et très compliqué, sur les tensions dans le monde. Ça met en jeu évidemment la guerre entre la Russie et en Ukraine, au Moyen-Orient, entre la Palestine et Israël, les règles internationales au sein de l'ONU. Mais nous n'évitons, ce sur quoi je veux insister, que nous n'éludons aucun sujet. Nous parlons avec sincérité et franchise, y compris de nos désaccords. C'est la meilleure façon de se comprendre. Quand j'ai parlé de compréhension mutuelle, on y est. Et éventuellement, de faire des pas les uns vers les autres. L'idée, c'est bien de trouver un terrain d'entente sur tous ces sujets que vous venez d'évoquer. Absolument. Et je pense que la France et la Chine, mais peut-être que vous me poserez la question par la suite, ont vraiment un rôle singulier dans le concert international. C'est-à-dire? Eh bien, je dirais que la France, par son histoire, par son positionnement stratégique et politique, depuis très longtemps, incarné par le général de Gaulle, bien sûr, quand il a souhaité que la Chine soit représentée au concert des nations, a toujours une position singulière. Certes, elle est positionnée dans l'Occident, avec ses alliés occidentaux, les États-Unis en Europe, mais la France garde une position d'une relative indépendance, qui est d'ailleurs bien identifiée par les représentants chinois et appréciée par les représentants chinois. Et du coup, la France peut jouer un rôle de modération au sein de l'Occident par rapport parfois à des attitudes un peu agressives ou conquérantes de certains des pays occidentaux. Et symétriquement, la Chine, de par son histoire, sa culture aussi de modération, la Chine n'a jamais envahi un pays voisin. C'est un des rares pays au monde qui n'a pas été conquérant.
au niveau territorial en tout cas. La Chine a été envahie par les Mongols, par les Japonais, par les Russes, mais elle-même n'a jamais envahi. Et elle a toujours un rôle de modération, et par rapport à ce qu'on appelle le Sud global, par miroir à l'Occident, auquel je faisais référence en parlant de la France, dans le Sud global, il y a un certain nombre de pays belliqueux, qui peuvent même menacer la paix mondiale. Et là aussi, la Chine, comme la France, de par son histoire, de par sa culture, peut avoir un rôle de modération. Donc je pense que d'apaisement. Et donc, dans ce monde tourmenté, tumultueux, la France en Occident, la Chine dans le Sud global, peuvent vraiment rapprocher les points de vue, éviter les dérives, apaiser le monde et embarquer la société internationale vers la paix et le développement. Vous parliez tout à l'heure de relative indépendance. Pourquoi l'adjectif relatif? Mais parce qu'il faut regarder la réalité telle qu'elle est. De par son histoire, la France en Europe, avec les Allemands, les Italiens, les Anglais, dans l'Union européenne, sauf que les Européens se sortent, mais dans l'Union européenne, il y a une forte proximité, des cultures très proches, bon, une histoire commune qui est très forte, mais aussi avec les États-Unis. On n'oublie jamais que les États-Unis sont venus sauver la France et l'Europe lors de la dernière guerre mondiale. Et les États-Unis ont été peuplés progressivement par des migrants, principalement venant d'Occident, des Irlandais, des Anglais, etc. Donc c'est une réalité qu'il y a cette proximité très forte, cette culture, cette proximité qui fait que la France, voilà, est un pays d'Occident. Mais pour autant, j'insiste sur la relative indépendance de la France pour éviter de couper le monde en deux. Il faudrait absolument éviter qu'on passe d'un monde, on va dire, unipolaire, dominé par l'Occident et les Américains, à un monde bipolaire, entre l'Occident et le Sud global, qui serait tout aussi dangereux. Il faut, je crois, et nous partageons avec la Chine cet objectif de monde multipolaire. Donc ni unipolaire, ni bipolaire avec deux blocs qui s'affronteraient, mais multipolaire pour trouver un équilibre mondial. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de 3 sujets principaux sur lesquels vous avez discuté avec des parlementaires chinois. En fait, c'est le 2e et le 3e sujet qui m'intéressent tout particulièrement parce que ce sont des sujets qui, justement, risquent de provoquer on va dire, des tensions. Par exemple, la compétition économique. Alors, de quelle compétition économique s'agit-il quand la France et la Chine mènent des affaires ensemble? Alors, c'est vrai que le développement économique entre nos deux pays, depuis 60 ans notamment, s'est fait de façon importante et nous avons des intérêts réciproques. Bien sûr. Voilà, la France, on le sait, a des points forts sur l'aéronautique, le luxe, sur beaucoup d'autres agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est ça. Et tout ça a vocation à se développer et inversement, des produits chinois à venir en Europe et en France. Et je pense notamment à tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables, où la Chine est très en avance sur les batteries, sur les capteurs solaires, etc. Donc tout ça a vocation à se développer et nous y contribuerons dans le groupe d'amitié, comme nos présidents, les ministres, etc. Mais je crois qu'il y a une donnée, alors il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte pour expliquer la situation que vous soulevez, les difficultés que vous soulevez. Ouais. Le premier, c'est qu'il y a aujourd'hui, mais c'est le résultat de l'histoire et c'est un peu naturel, de par le fait que l'Occident était relativement plus avancé, ou en tout cas avec un niveau de vie supérieur, des coûts supérieurs, qui ont fait que depuis des décennies, de nombreuses activités se sont développées dans des pays à coût de main-d'œuvre plus faible, dont la Chine et d'autres pays aussi. Donc ça a donné un avantage compétitif naturel à la Chine, et nos pays ont vocation d'ailleurs à se rapprocher les uns des autres, mais ça a pesé dans la balance commerciale, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre de fait. Les Chinois vendent beaucoup plus de produits en Europe que les Européens ne vendent de produits en Chine. Donc il y a un déséquilibre qui se comble progressivement, mais sur lequel il faut agir. Mais le deuxième élément sur lequel je veux insister, et qui n'est pas toujours bien compris, c'est qu'à la faveur des différentes crises qu'on vient de vivre, et je pense la crise du Covid notamment, on s'est aperçu en Europe qu'on n'avait même pas de masque. C'est quand même assez élémentaire d'avoir des masques. La technologie, ça peut être plus compliqué, mais des masques pour se protéger, c'est quand même assez élémentaire. Qu'on a manqué de médicaments. Mais il faut quand même rappeler le contexte de l'époque. Je me souviens, au tout début de la crise sanitaire en France, le président Macron, il a laissé entendre que
on n'avait pas besoin de porter des masques. Oui, alors C'était aussi une attitude, je pense que ça découlait aussi oui, une mais attitude c'est pas politique, non? c'est pas que le président Macron, c'était tout l'Occident, et c'était même une consigne de l'ONU. Même les médecins. C'est l'ONU. Bah oui. C'est l'ONU, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais il y a eu ce doute. Mais c'était une épidémie qu'on ne connaissait pas. Donc il y avait beaucoup d'inconnus. Bien sûr. Et donc il y a eu quelques erreurs d'appréciation Ouais. dans tous les pays. Et donc au départ, effectivement, on a dit le masque, c'est subsidiaire. Bon, c'est vrai que vous aviez une pratique en Chine du masque Voilà. qui était C'est beaucoup très plus culturel. habituelle. Ah oui, Bon. oui, oui. Mais le masque, mais beaucoup d'autres choses aussi. On a manqué de médicaments. Aujourd'hui encore, on manque d'antibiotiques. Et donc, on se rend compte que nous sommes vulnérables. Et que ce n'est pas normal sur des produits élémentaires de ne pas disposer à proximité de la ressource. Donc, il y a eu le Covid, mais il y a eu aussi la crise en Ukraine. On s'est aperçu que d'un point de vue énergétique, nous étions trop dépendants, et notamment de pays comme la Russie, qui peuvent être menaçants pour nous. Donc, nous devons nous libérer de dépendances qui sont menaçantes pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on prend en compte la question de l'écologie, je crois que nous avons tous intérêt, et je sais que la Chine le fait aussi, à plus régionaliser notre économie. À l'échelle des continents, quand on dit région, je parle continent, je ne parle pas d'une région comme la Franche-Comté, qui est ma région, non, de région continentale. Nous avons tous intérêt à mieux régionaliser notre économie pour éviter que les produits se promènent de façon trop importante sur la planète. Ça fait en avion, en bateau, en train, ça fait trop de déplacements des produits. Et donc la Chine le fait aussi, régionalise son économie pour être moins dépendant, et la Chine aussi cherche à intégrer tous les niveaux de la chaîne de valeur, depuis l'innovation, ce qui n'était pas sa spécialité initialement, mais qui le devient, jusqu'à la production finale. Donc, entre le fait d'être moins dépendant par rapport aux crises, plus résilient, et le fait de mieux régionaliser l'économie, conduit à cette notion de dérisking, qui n'est pas encore très très bien comprise, et dont nous discutons, les Chinois et les Français, pour qu'il n'y ait pas de malentendus sur l'objectif de dérisking. Vous êtes parvenu à un consensus là-dessus? Non, parce que c'est une notion relativement récente, donc nous avons encore besoin de nous expliquer, et parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les crises récentes, Covid, guerre en Ukraine, sont encore assez récents pour ne pas avoir été suffisamment intégrés dans nos modèles économiques et dans les chaînes de valeur. Mais on va y arriver parce que c'est le bon sens qui va nous conduire à cette compréhension. Mais parfois, on dit que l'interdépendance, ça permet aussi d'atténuer les crises aussi. Parce Vous avez que raison. Le fait qu'on est dépendant, nous sommes dépendants les uns des autres, ça permet de relativiser les problèmes. Voilà. Alors je vais tempérer Donc, mon pas discours contradictoire. pour justement trouver l'équilibre. Et je crois que quand on parle d'équilibre, on sait très bien de quoi il s'agit en Chine. C'est un pays d'équilibre, la Chine, comme la France. C'est ça. C'est-à-dire que le balancier part d'un côté, et puis il y a toujours le risque qu'il parte à l'excès de l'autre côté. Donc il ne faut pas partir d'une situation où les produits sont trop fragmentés et trop fabriqués dans des zones différentes du monde pour dire qu'on va revenir en autarcie et tout fabriquer chez nous. Ce n'est pas ça le sujet. Il faut que nous trouvions un équilibre entre des excès d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, il faut bien ajuster le curseur, comme on dit, pour être ni dans un excès, ni dans l'autre. Vous parliez tout à l'heure du déséquilibre commercial, notamment de la balance commerciale qui penche en faveur de la Chine en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la France et la Chine. Et vous sembliez dire, si j'ai bien compris, et je parle sous votre contrôle, que le problème vient essentiellement du fait que les Occidentaux, ils ont développé leur économie beaucoup plus tôt que la Chine. Et pourtant, d'après les échos que j'ai eus, le problème du déséquilibre commercial entre la Chine et la France, ça vient essentiellement du fait que... il y a deux problèmes. Les gens que j'ai rencontrés sur le terrain me disent que les Allemands et les Italiens savent mieux négocier que les Français. Les Français sont très, très bons sur le plan technique, on va dire. Ce sont d'excellents techniciens, mais ce ne sont pas de bons commerciaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, prenons l'exemple de l'Allemagne. Pendant très longtemps, la balance commerciale allemande a été très favorable pour l'Allemagne, au détriment de la Chine. Pourquoi? Parce que
la structure économique de l'Allemagne lui est favorable en ce sens que pendant très longtemps, pendant on va dire une trentaine d'années, la Chine avait surtout besoin de développer son industrie et pour cela, elle avait besoin massivement de machines-outils. Et les Allemands excellent là-dessus. C'est pour ça que, en fait, c'est plutôt une question de structure économique. Alors que actuellement, je pense que la situation est en train de changer en faveur de la France du fait que la Chine, après avoir beaucoup développé son économie, a maintenant et surtout possède une classe moyenne très importante qui a besoin justement de bons produits. Voilà. Et c'est pour ça que peut-être que c'est, pour moi, il y a une fenêtre de tir pour la France, donc il faut la saisir. Est-ce que je me trompe, hein? Non, je pense qu'il n'y a jamais une raison. Il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Donc j'en ai donné une, Ouais. vous en avez apporté deux autres, et il y en a encore d'autres probablement, et notamment la qualité de la recherche et de l'innovation de chacun de nos pays. Je disais tout à l'heure que la Chine souhaitait désormais disposer de l'ensemble de la chaîne de valeur C'est ça. depuis l'innovation, ce qui n'a pas été le cas. La Chine a été la manufacture du monde pendant plusieurs décennies. Elle fabriquait les Bien produits sûr. que d'autres lui préparaient d'une certaine façon. Ouais. Donc la Chine a changé de stratégie et elle a bien raison de le faire pour gagner en autonomie. Et donc c'est une des raisons aussi. Et donc la responsabilité pour cette fois-ci, c'est la nôtre d'être suffisamment performant et bon en recherche, en innovation, pour avoir des produits, comme vous citiez le cas des Allemands, qui excellaient dans le domaine des machines-outils, ouais. eh bien, à nous aussi, les Français et les Européens d'une manière générale, comme tous les autres peuples, d'être suffisamment bons pour que nos produits soient compétitifs. Vous voyez, donc c'est une quatrième raison, ou trois précédentes que nous avons évoquées tous les deux. Mais il n'empêche globalement que, pour revenir à la première raison que j'évoquais, que le déséquilibre, pas seulement entre la France et la Chine, mais entre l'Europe et la Chine, existe aujourd'hui, et que nous avons intérêt les uns et les autres, y compris la Chine, a intérêt à ne pas être trop dépendante des produits qu'elle vend à l'Europe, mais aussi que sa consommation intérieure, et vous faisiez référence à la classe moyenne qui a plus de moyens, peut consommer plus, non seulement des produits européens et français avec des opportunités pour nous, mais aussi des produits chinois qui permettront sans doute à la Chine d'être moins dépendant de son commerce extérieur et plus de sa demande intérieure. Mais je disais que non seulement il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs, mais il faut regarder ça en dynamique. C'est-à-dire que tout bouge très très vite dans le monde actuel, avec des opportunités, et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, ou celle d'hier. Donc il faut adapter aussi notre perception de la situation en fonction de ces évolutions. Alors, dernière question, hein, par rapport aux trois sujets que vous avez évoqués avec les parlementaires chinois, sur les tensions internationales. Alors, sur quel point vous êtes parvenus à des accords ou à des désaccords? Les grandes tensions internationales. Quand je suis allé avec le président Macron en Chine, dans l'avion, nous en avons beaucoup discuté, au retour aussi. On discute plus dans l'avion que pendant le séjour même, parce que le séjour même, le président est accaparé dans ses relations avec le président Xi. Et donc, on se prépare, et puis après, on fait le bilan entre nous. Le président Macron a une idée très forte, je dirais presque une obsession que je partage avec lui. Je l'ai évoqué au début de notre échange. Il faut que nous évitions de tomber dans le bloc à bloc, dans un monde bipolaire, avec une espèce de confrontation entre l'Occident et le Sud global. C'est une appellation impropre, mais on voit à peu près de quoi on parle quand on parle du Sud global, et avec la Chine et les États-Unis, finalement, en haut de la pile de l'affrontement. C'est à éviter absolument, parce qu'on risque de creuser les différences culturelles, historiques, bien. Donc ça, éviter le bloc à bloc, et pour ça, il faut éviter des incompréhensions. Et il y a notamment un point sur lequel le président Macron a beaucoup insisté au président Xi, et moi-même je le fais avec mes homologues parlementaires chinois, par exemple dans la compréhension de quelle est cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Allez-y. Eh bien, le président Macron nous dit qu'il a eu du mal, des difficultés pour expliquer au président Xi que cette guerre n'était pas une guerre entre la Russie et les États-Unis, mais bien une guerre entre la Russie et l'Europe. Même si, évidemment,
c'est l'OTAN qui est à la manœuvre. Et qu'à la tête de l'OTAN, il y a les États-Unis. Bien sûr, c'est une réalité. Mais pour autant, la mobilisation de l'Europe, de la France et de ses partenaires européens pour soutenir l'Ukraine et défendre l'Ukraine, c'est pour protéger l'Europe. Parce que demain, si d'aventure, ce que je ne souhaite pas, la Russie, je mets des guillemets, gagnait ou l'emportait sur cette guerre en Ukraine, ça mettrait en danger demain d'anciennes républiques soviétiques, des pays baltes, de la Pologne, qui ont d'ailleurs très très peur, et qui d'ailleurs ont une position différente de la France vis-à-vis de l'OTAN ou vis-à-vis des États-Unis, qui sont beaucoup plus proches des États-Unis que ne l'est la France, parce qu'ils considèrent que leur salut et la défense, l'intégrité territoriale dépend avant tout de l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. Donc, vous voyez, cette perception qui peut être différente et sur laquelle on assiste, et je pense que la Chine, à la fois, reconnaît parfaitement cette forme d'indépendance de la France dans l'Occident et vis-à-vis des États-Unis, mais en même temps se dit la France, elle est à la remorque des États-Unis. Et il y a cette double appréciation. C'est la thèse qui prévaut, hein. Qui fait que il faut en parler. Il faut en parler et voilà. Et donc, moi, j'affirme, je confirme que l'engagement de la France et de l'Europe, c'est par rapport à la Russie, que ce n'est pas une question des États-Unis, même s'ils sont nos alliés et viennent nous aider. Ce n'est pas facile à décrypter cette situation. Est-ce que la Chine est parvenue à comprendre la position du président Macron? Je pense qu'elle la comprend, mais vous voyez bien que le monde actuellement, les préoccupations respectives des États-Unis vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Chine vis-à-vis des États-Unis, réciproquement, connotent toutes les interprétations qui peuvent être faites sur les différentes tensions ici ou là, y compris sur la tension entre Israël et Palestine. Donc je comprends que ce ne soit pas facile pour les uns et pour les autres, et c'est pour cela qu'il faut approfondir. Vous savez, il y a une ancienne ambassadrice française qui s'appelle Sylvie Berman, qui a été ambassadeur en Chine, mais aussi en Russie. Oui. Qui explique que peut-être un des facteurs qui a déclenché la guerre, l'invasion de la Russie en Ukraine, peut être la période du Covid, qui a fait que les gens se parlaient moins. Moins on se parle, plus il y a de risques d'incompréhension, d'escalade. Plus on se parle, plus il y a de la compréhension mutuelle, de la retenue. Voilà. Et donc, c'est en cela que la diplomatie parlementaire, je reviens à la toute première question, les relations entre nos présidents, nos ministres, est si importante, tellement importante, qu'à minima se parler pour éviter les malentendus et renforcer la compréhension mutuelle. Comment devient-on président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale alors? Alors chacun a sans doute une histoire singulière. La mienne va peut-être vous surprendre parce que je n'ai pas encore jusque-là arpenté la Chine de long en large, du nord au sud et d'est en ouest. Je le fais depuis relativement peu de temps, mais j'ai des relations avec la Chine pour autant depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Depuis 40 ans. C'est-à-dire? Pour deux raisons. Ça remonte à... J'avais pas 30 ans. Et à la fin de mes études de médecine, j'avais 25 ans, donc ça fait ça fait 40 ans. J'étais un peu frustré des soins qu'on apportait aux patients. Je trouvais que dans beaucoup de situations, on n'apportait pas la bonne réponse à nos malades. Et donc j'ai cherché d'autres façons de soigner les gens. Et j'ai découvert l'acupuncture. J'ai découvert l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, et fondée sur le taoïsme. Et je me suis passionné. J'ai été, pas envoûté, ce serait trop fort, mais vraiment séduit par la pensée chinoise et le taoïsme qui a inspiré toute ma vie professionnelle, médicale, mais aussi ma vie personnelle. Ça m'a beaucoup inspiré. Parce que pour le coup, la culture occidentale, manichéenne, du bien et du mal, et la culture chinoise du taoïsme et du yin et du yang sont très très différentes. Et donc, je baigne dans cette culture taoïste qui a fondé l'histoire chinoise. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que mon engagement politique originel, initial, qui date à peu près de la même époque, 2-3 années plus tard, s'est fait sur la question de l'écologie. Et j'ai 35 ans d'écologie derrière moi, et j'ai toujours considéré que,
on apporterait des solutions à la question de la crise climatique, de la perte de la biodiversité, que si l'ensemble de la planète, des continents, était engagé sur cette question-là. Et évidemment, ça suppose que le continent asiatique, et la Chine en tout premier, j'ai toujours considéré que si la Chine n'était pas engagée dans la question de la protection de l'environnement, nous n'arriverions pas à protéger la planète. Donc c'est la deuxième raison. Voilà, donc pour des questions à la fois profondément de culture personnelle et professionnelle, mais aussi d'engagement politique sur l'écologie, que naturellement, j'ai été, il y a 12 ans, quand j'ai été député pour la première fois, vice-président du groupe d'amitié France-Chine pendant 2 mandats, et donc je suis arrivé dans ce mandat, depuis 1 an, à la tête du groupe d'amitié, président du groupe d'amitié France-Chine. Par désignation ou par élection? Alors, à la fin, c'est une désignation. Mon élection de député, c'est une élection, évidemment, mais à la fin, c'est des négociations au sein de l'Assemblée nationale voilà, qui conduisent le fait que j'ai été désigné par mon groupe politique et par l'Assemblée nationale. C'est désigné pour quelle durée? Pour la durée du mandat, la même que celle de parlementaire, de 5 ans. De 5 ans. Hein. Bien. Alors, début avril, hein, vous êtes allé en Chine avec le président Macron lors de sa visite d'État en Chine. Donc, cette visite a décliné 3 volets principaux. C'est vous qui l'avez écrit, je crois. Donc, je le cite, les questions stratégiques et crises internationales. Le deuxième volet, c'était la coopération face aux grands défis mondiaux. On en avait parlé tout à l'heure. Et puis, le dernier, les relations économique. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos observations sur les résultats obtenus? Alors, comme je le disais tout au début, c'est une diplomatie d'influence. Donc, quand j'accompagne le président de la République, les ministres, eux-mêmes signent des contrats réciproques dans tel ou tel domaine. On les a cités tout au début, pour vendre des Airbus, par exemple, et inversement. C'est pas ma mission, ce n'est pas notre mission. En revanche, nous échangeons avec l'ensemble des acteurs économiques. À Pékin, il y a un mois, j'ai rencontré des entreprises françaises qui sont installées en Chine. Nous avons discuté avec les parlementaires chinois des questions de dérisking et d'organisation de l'économie mondiale. Donc, il n'y a pas d'action forcément très précise, mais des mises en relation aussi. Vous voyez, ces 2 derniers jours, j'ai rencontré, par exemple, ici en France, le PMU, donc, qui organise des courses hippiques, et on sait qu'en Chine, notamment à Hong Kong, les courses hippiques sont très très développées, il y a un intérêt très très fort pour les courses hippiques, mais les Chinois n'ont pas le droit de miser. C'est autorisé à Hong Kong, mais pas en Chine. Mais sur la Chine continentale, c'est pas encore. Voilà, ils le font de façon pas très réglementaire. Ouais. Eh bien, il y a des discussions. Le PMU est venu me voir pour voir comment ils pourraient éventuellement, puisqu'ils ont un savoir-faire extrêmement fort, comment ils pourraient accompagner la Chine, qui demande aussi à réglementer Bien sûr. Ces paris illégaux. Le PMU pourrait, par son savoir-faire, apporter ce service-là à la Chine pour que les paris se fassent dans des règles qui soient bénéfiques à tout le monde. Voilà. C'est intéressant comme sujet. Voilà, c'est un sujet. Vous voyez, parce que la presse n'en parle pas beaucoup. Non, c'est tout nouveau, ça date de 2 jours, ça. Vous voyez, enfin, en tout cas, le fait que moi-même j'ai été sollicité. Ouais. Et ils sont en train de voir comment ils pourraient éventuellement. Donc ils viennent me voir. Il dit le président du groupe d'amitié, peut-être qu'il a quelques idées sur la façon dont on pourrait développer cette activité. Bien sûr. Une autre rencontre le lendemain, c'était avec Alibaba France. Qui agissent pour savoir comment ils peuvent, sur leurs activités commerciales, accompagner les entreprises françaises pour le développement des ventes en ligne en Chine. Donc vous voyez, il y a plein d'opportunités comme ça qui se présentent, où je découvre au fur et à mesure des tas d'acteurs. C'est ça. Voilà, comment montrer aux entreprises françaises comment elles peuvent saisir des opportunités, ce que vous disiez juste avant, pour aller développer des activités en France, et aussi proposer aux Chinois telle ou telle opportunité qui pourrait se présenter avec des entreprises françaises. Donc, en marchant, de nombreuses opportunités peuvent se présenter, et donc il peut y avoir des mises en relation. Vous voyez, dans ce cas-là précis, des mises en relation que nous pouvons mise en relation, c'est ça. Faciliter. J'imagine que depuis que vous êtes à ce poste, vous avez dû recevoir pas mal de demandes. Et vous êtes très sollicité. Et en fait, parmi les nombreux dossiers que vous recevez, peut-être tous les jours, peut-être toutes les semaines, et quels sont les dossiers que vous privilégiez? Vous venez de citer Alibaba. Alors,
quand nous sommes allés donc, le mois dernier en Chine, nous avons eu une séquence particulière avec nos homologues parlementaires de l'Assemblée populaire chinoise. Et nous avons balayé les 3 thèmes que vous avez évoqués, et notamment celui-ci des échanges économiques. Donc, c'était notre première rencontre. Alors, j'en avais vu quelques-uns d'entre eux, ils étaient venus en visite en France il y a quelques semaines, et d'ailleurs, je note au passage que depuis que le Covid est derrière nous, et depuis le début de l'année 2023, que les contraintes ont été levées, j'observe une appétence extrêmement forte des Chinois, parlementaires ou autres, pour venir en France. J'ai reçu une dizaine de délégations. Voilà, Une dizaine, ah oui, oui, dans l'année 2023. Oh là là. Donc je sens cette forte appétence et cette envie de rattraper le temps perdu. C'est ça. Parce que, quand même, ce Covid nous a plombés pendant 2 ans, mais on a perdu plus que 2 ans. On a perdu plus que 2 ans et il nous faudra un peu plus de temps pour remonter la pente. D'autant que, je dois le dire un peu avec regret, mais je crois qu'il faut dire les choses et regarder la réalité en face. L'image réciproque de nos 2 pays s'est un petit peu estompée, un petit peu abîmée dans la dernière décennie et avec cette crise Covid. Donc il faut qu'on saisisse ce 60e anniversaire. Justement. Et ces rencontres pour multiplier les échanges, relancer la machine. Et alors non seulement le 60e anniversaire, mais aussi l'année du tourisme culturel. Voilà. Et donc je m'y emploie pour rencontrer le plus de monde possible, relancer la machine et retrouver l'élan qui a été celui qui a uni nos 2 nations depuis 1964. Voilà, profitons de cette année 2024 à fond. Justement, c'est une fenêtre de tir, saisir. J'imagine que vous croulez sous le travail, sous les dossiers. Eh bien, en juillet 2019, vous avez voté contre la ratification de l'accord économique et commercial global. Pourquoi ? Je vous ai expliqué tout à l'heure que mon engagement politique s'est fait il y a 40 ans sur le sujet de l'écologie, qui était à l'époque un sujet qui n'était pas toujours compris. Souvent on me demandait « mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bon, maintenant tout le monde a compris. Il n'y a plus de sujet de sensibilisation, mais il y a un sujet de passage à l'acte. C'est ça. Et les échanges commerciaux mettent en jeu cette question écologique. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que de ce point de vue-là, et d'ailleurs on en a la manifestation là, aujourd'hui en France, les manifestations devrais-je dire, avec les paysans qui considèrent que nous avons trop de normes. L'Europe est très en avance sur la question d'écologie et a instauré beaucoup de normes pour protéger l'environnement et la santé. Et elle peut se trouver en décalage avec d'autres régions du monde qui n'ont pas les mêmes normes. C'est le problème du CETA. C'était le problème du CETA, c'est le problème du Mercosur, pour lequel la France a suspendu les négociations. Le CETA l'a voté, moi je ne l'ai pas voté, parce que mes références écologiques m'ont conduit à apprécier la nature des échanges comme trop nuisible à l'environnement et à la santé. Un exemple concret. Les normes sanitaires ne sont pas les mêmes. Il y a l'utilisation de pesticides, par exemple, au Canada, qui sont interdits en France. Alors, on va les interdire en France, donc on ne produira pas certaines denrées alimentaires au motif qu'elles sont produites avec des pesticides, mais on va en importer qui viennent d'autres pays. Donc, ce n'est pas très cohérent, mais en plus, ça défavorise notre agriculture. Et quand les paysans aujourd'hui manifestent, ils manifestent précisément contre eux. Ils disent, vous nous demandez de vendre des produits pas chers, mais vous nous interdisez de produire dans certaines conditions qui nous permettraient de produire pas cher, et vous allez acheter des produits dans d'autres pays. Donc la question de la normalisation des normes est un sujet important, et dans les échanges économiques, et la question peut se poser avec la Chine, parce que je pense que vous avez en arrière-pensée ce sujet, doivent être équilibrés, doivent être réciproques, et on appelle ça les clauses miroirs. Il faut qu'on ait les mêmes clauses. Mais parfois, on va peut-être trop vite, nous, en Occident. Et on ne peut pas avoir trop de décalage entre les normes en Europe, au Canada, en Amérique du Sud, en Chine. Voilà le sujet, l'explication de mon vote, et un sujet qui va être très, très difficile, très délicat à régler, si on veut à la fois préserver l'activité économique et agricole, par exemple,
et vendre des produits pas trop chers pour que chacun puisse y accéder, et en même temps protéger l'environnement. C'est la question de la confrontation de l'écologie et de l'économie. Pas facile à Un régler. sujet pas facile, hein, Pas et facile. pourtant majeur. Majeur, mais vous voyez, on est en tension entre... on a cette crise agricole aujourd'hui en France. En 2018, on a eu les gilets jaunes. C'était le même sujet, puisque c'était à l'époque la taxe sur les énergies fossiles qui faisait augmenter le prix des carburants, Ouais. du gaz, du charbon pour se chauffer, pour se déplacer. Ouais, Et pas il ne faut facile, pas hein. que l'écologie déstructure la société non plus. Mm, Donc c'est très très compliqué. mm. Et nos concitoyens, et je pense qu'en Chine c'est la même chose qu'en France, peuvent être contradictoires. Ils vont nous reprocher à la fois de ne pas être assez exigeants C'est ça. pour protéger l'environnement, et donc de mettre des normes, et de l'autre côté, nous reprocher que les produits sont trop chers, que ça ampute le pouvoir d'achat, ou que ça modifie leurs habitudes de façon trop contraignante. Ouais, pas facile de, on va dire, de ménager la chèvre et le chou, Ouais, et exactement. surtout de jouer avec les intérêts des uns Oui. et les intérêts des Oui. autres, qui ne sont pas les mêmes. Oui. C'est ça le Et ça problème. va se retrouver dans nos échanges commerciaux Oui. internationaux, dans les accords ouais. commerciaux internationaux. Eh bien maintenant, on va passer à un autre traité international très important pour la Chine, et qui est en train de devenir important, qui est en train de le devenir pour les autres pays du monde. Il s'agit de la stratégie, enfin on va dire plutôt de l'initiative des routes de la soie. Alors je me souviens en 2019, quand le président chinois Xi Jinping est arrivé en France, lors d'une réception, le président Macron lui a dit ceci, et je cite, « L'initiative des routes de la soie est un geste très structurant qui peut contribuer à la stabilité, au développement et à la coexistence pacifique entre les pays. » Fin de citation. À votre avis, comment est-ce que la France pourra tirer profit de cette initiative lancée par la Chine? Il faudrait presque rassembler l'ensemble des éléments que nous avons évoqués précédemment pour apprécier ce sujet et répondre à votre question. Bien sûr, les échanges économiques sont nécessaires, utiles et nécessaires pour accélérer le développement, le bien-être de nos populations. Donc il faut les favoriser et il faut aussi tenir compte des autres contraintes. C'est un peu comme économie et écologie dont on en parlait juste avant. Il faut aussi tenir compte des enjeux écologiques, par exemple, qui font qu'on a intérêt aussi à régionaliser l'économie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc il va falloir trouver le curseur, mettre le curseur au bon endroit pour que les produits qui peuvent et qui doivent être fabriqués à une échelle, alors ça peut être très local, autour d'une ville, d'une région, d'un pays ou d'un continent, puissent être fabriqués, transportés, recyclés à cette échelle-là, avec ce qu'on appelle l'économie circulaire et les circuits courts. Mais il faut aussi s'ouvrir sur le monde, parce que c'est aussi un facteur de paix qui ne suffit pas. Hein. On avait des échanges importants entre la Russie et l'Europe, ça n'a pas empêché la guerre. Bon. Mais ça contribue quand même à rapprocher les peuples. Et puis ça crée une émulation dans la recherche, dans l'innovation. Ça permet de déployer des technologies efficaces dans nos pays. Voilà, donc j'ai un avis équilibré sur le sujet. Il faut favoriser toutes ces initiatives d'échanges commerciaux, mais en tenant compte des données de ce monde avec la question de la résilience, ne pas être trop dépendant de pays trop éloignés et en régionalisant l'économie. D'où l'importance de se rencontrer régulièrement Oui. pour évoquer les sujets qui préoccupent les uns et les autres. Pour les approfondir, pour ça. approfondir sa propre connaissance. Exactement. Non seulement les avis différents des autres, ça. mais sa propre connaissance du sujet. Le monde bouge très très vite et on n'a pas forcément la réactivité, la préscience de savoir on n'a pas toutes les connaître tous informations les tenants non et plus. aboutissants de tel ou tel sujet. Ouais, voilà, donc il faut y aller avec humilité, ouverture, mais aussi exigence par rapport à l'intégration des enjeux nouveaux. Dernière question, tout à l'heure, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme régionalisé. La question que je me pose, c'est est-ce que de régionalisation à régionalisation, on ne risquera pas à arriver à une espèce de démondialisation? Je pense que on a besoin des deux, c'est une question d'équilibre, savoir où on met le curseur.
C'est ça toute la difficulté où on met le curseur. Je pense qu'on est allé sans doute trop loin dans la démondialisation, enfin dans la mondialisation plus exactement, et qu'il y a un certain nombre de services ou de produits qu'il faut retrouver. Il faut rechercher plus d'intégration des chaînes de valeur. Et encore une fois, la Chine elle-même est dans cette logique en disant on ne peut pas laisser l'innovation aux Européens et nous être simplement la fabrique du monde. Et elle a tout à fait raison. Oui, oui. Donc vous voyez, chaque région du monde est dans cette logique-là. Mais il est absolument hors de question d'aller vanter l'autarcie, le repli sur soi. On en paierait le prix en termes de tension, d'incompréhension mutuelle, pour le coup, mais aussi en termes même économiques et de bien-être de nos populations. Donc je n'ai pas de réponse absolue sur le sujet. Il faut être à l'écoute, en réflexion, en recherche du meilleur moyen de préserver la paix et d'assurer le développement. Merci beaucoup, Monsieur Alouzé, pour la qualité de ces échanges. À bientôt. Merci à vous.